Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de regarder Joliba TV News. Bienvenue dans votre émission, le rendez-vous des idées, le RDI. Le RDI, c'est votre émission du dimanche sur Joliba TV News en direct pour parler des sujets d'intérêt national. Donc, on se retrouve avec des spécialistes, des invités de talent pour décortiquer l'actualité nationale, souvent aussi internationale. On le rappelle très souvent ici, le RDI, c'est le choc des idées, la force des arguments et non les arguments de la force. Ce soir, nous allons parler de 3-4 thèmes. Premier thème de cette émission, la CEDEAO qui c'est la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest qui monte au créneau et qui impose le visa pour les ressortissants de l'AES, l'Alliance des États du Sahel. C'est une des décisions du dernier sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Est-ce que cette mesure va être en vigueur? Qu'est-ce qu'il faut attendre? Quelles seront les attentes des populations par rapport à cette mesure de la CEDEAO? Et puis aussi les chefs d'État de l'AES qui aussi s'organisent, se concertent. La vie à Niamey, la capitale nigérienne, a abrité un sommet des chefs d'État de l'AES, l'Alliance des États du Sahel. On voit sur cette image les trois présidents qui représentent l'AES, le Mali, le Burkina Faso et puis le Niger, et qui aujourd'hui balisent le terrain et qui parlent justement de confédération de l'AES. On va voir qu'est-ce que cela va donner dans les jours à venir. Est-ce que l'AES est un projet viable? On va en parler avec nos invités. Et troisième thème de l'émission, c'est cette sortie de l'ancien ministre et président de la CODEM, Ousseini Amion Guindo, sur le contexte sécuritaire du pays. Pour lui, le contexte sécuritaire se dégrade dans le centre, mais aussi à Sikasso, et il profite pour dire sa vérité, sa part de vérité. Pour lui, le vrai enjeu aujourd'hui du Mali, et pour les autorités de la transition, se d'échanger avec l'ensemble des Maliens, l'ensemble de la classe politique pour sortir le Mali de l'impasse. Ce sont les propos de Ousseini Amion Guindo, président de la CODEM. Et quatrième et dernier thème de l'émission, si le temps nous permet, nous allons interroger cette charte cette commission de rédaction de l'avant-projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale. Donc une commission a été mise en place pour statuer ou parler de une charte pour la paix et la réconciliation, les attentes, qu'est-ce que cela va changer dans le quotidien des Maliens, qu'est-ce que les Maliens attendent justement de cette charte, des questions que nous allons aborder avec nos invités ici sur ce plateau, ici, et puis pour le premier thème, on verra si on peut ouvrir le téléphone, permettre aux téléspectateurs de rentrer en direct dans cette émission pour voir exactement où. Est-ce que c'est un bras de fer, un nouveau bras de fer entre l'AES et la CEDEAO qui se dessine, et dans tout ça, que deviendront, où est l'intérêt, où se trouve l'intérêt des populations. Donc voici pour les thèmes. Issa Koudjim, bonsoir. Bonsoir, le brillant journaliste qui réellement fait la fierté des Maliens et au-delà. Je pense que le qualificatif n'est pas trop. Vous êtes l'un des rares journalistes et à travers Djoliba qui permet aux Maliens de s'informer dans dans le professionnalisme et un équilibre aussi partagé. Merci, c'est un plaisir toujours de vous retrouver ici. Merci pour votre fidélité. Docteur Amadou Touré, docteur, bonsoir. Bonsoir. Docteur, merci de répondre à notre invitation. Pablo. Donc, merci pour l'invitation. Docteur, vous êtes la professeure au niveau de l'enseignement supérieur. Merci d'être là. Merci bien. Badou Escobar. Badou, bonsoir. Badou, vous êtes journaliste, directeur de publication du journal Le Triomphe du Mali. C'est bien ça, Badou Escobar. C'est très bien ça. Oui, souvent vous plaignez du temps de parole que vous avez accordé. Pourtant, quelqu'un m'a fait rire hier. Il m'a appelé, il dit qu'on a arrêté un certain combat. J'ai dit, c'est pas moi. J'ai dit, mais tu m'as appelé, j'ai pris l'appel. Oui, sur les réseaux. Oui, sur les réseaux. Oui, sur les réseaux, on a vu un combat, je pense qu'un activiste qui a été arrêté. Donc les gens ont pensé que c'était toi. Certains sont pressés. Vous êtes en liberté, c'est ça? Alhamdoulilah, je suis en liberté.
Vous n'êtes pas en sursis? Je ne suis pas en sursis. Ok, on va commencer. Premier thème de cette émission. Issa Oudjim, comment vous avez appris cette nouvelle? Désormais, la CEDEAO qui veut imposer le visa pour les ressortissants de l'AES. Écoutez, c'est avec amertume, avec consternation, mais c'est un constat d'échec de l'Afrique qui se plaint de son développement, de son retard, les pères fondateurs avaient voulu une Afrique qui ne devrait pas accepter la balkanisation, qui a été saluée à leur temps, et qui avait voulu l'unité africaine, leur combat, et la lutte contre l'apartheid, on avait rappelé. Et surtout aussi, l'Afrique, à travers la CEDEAO, était considérée comme la meilleure organisation d'intégration d'un modèle, parce que la CEDEAO, quand même, c'est 50 ans presque d'existence, qui a reçu l'intégration économique, qui a renforcé aussi l'intégration culturelle de l'ère géographique qui existait, mais sauf que son intégration politique a fait des couacs. Et c'est en cela que la CEDEAO a commis certes des impairs, mais la CEDEAO s'est ressaisie parce que la CEDEAO a ouvert un dialogue avec ceux qui ont décidé de partir. Et je pense aujourd'hui que c'est que, pour répondre à votre question, le visa qui doit revenir dans cet espace, c'est un recul d'intégration, mais aussi c'est à qui la faute. Je pense que cette question, dans le fond, nous allons en parler. Ok, on va en parler. Badou Escobar, déjà, comment vous avez appris cette nouvelle? Votre passeport CEDEAO, il est en cours de validité. Il vous reste encore quelques... Oui, il reste quelques jours, mais unis, nous gagnerons beaucoup. Dispersés, nous risquons beaucoup. Il ne faut pas qu'on nous prenne pour des moutons de Panurge. Je crois qu'on ne peut pas aller sans l'intégration. Ne nous voilons pas la face. Le monde est en train d'évoluer. On est à l'ère du numérique. On n'est pas à l'ère de l'analogie. C'est ce que j'ai toujours dit. Ce n'est plus l'époque d'Ahmed Sékou Touré, on parle de colonialisme. Nous sommes tous libres aujourd'hui. Nous ne sommes pas des Soudanais, nous sommes des Maliens. Ceux qui pensent qu'on est colonisé, non, ce n'est pas vrai. Mentalement, on n'est pas colonisé, on est libre. Mais on est libre de dire ce que nous voulons. Nous insultons la France, tout. C'est parce que nous avons une certaine manière de liberté. Ce n'est plus le régime de l'indigénat. Moi, mon inquiétude, c'est quoi? Et quelques 70 millions d'habitants face à plus de 400 millions d'habitants. Faites le calcul. Le compte est vite fait. Est-ce que Dieu aura le temps de penser à nous? 400 millions d'habitants, il va dire après la Chine et l'Inde, je dois nourrir 400 millions d'habitants, il faut que je pense à eux. Les 70 millions d'habitants attendaient d'abord. Donc c'est pour dire, même dans les négociations, 400 millions vont plus peser que 70 millions d'habitants. C'est pourquoi j'ai dit soyons réalistes. Et peut-être que vous allez me donner la parole, mais ce qui est sûr et certain, à l'heure où je parle, on a plus intérêt à aller vers l'intégration. Parce qu'il faut reconnaître sur le plan économique, la circulation des personnes et des biens. Vous, en tant qu'opérateur économique, vous pouvez postuler à un appel d'offres au Nigeria. Moi, je ne vais pas citer de nom, mais il y a des opérateurs économiques maliens qui évoluent en Guinée, qui évoluent au Libéria, certains qui évoluent au Togo. La banque de la CEDEAO, BICD, emploie combien de Maliens, combien de Burkinabés, combien d'Ivoiriens. Donc, je crois que sachons raison garder, il faut qu'on sache là où on va. Parce qu'avec cette affaire de passeport, de visa, et de cartes biométriques, je crois que ça va nous mettre encore en retard davantage. Je crois qu'il faut ouvrir la porte du dialogue. Okay. Bassirou Diomaye Faye, le président du Sénégal, l'a dit. Il faut continuer à négocier. Il faut faire en sorte que vraiment nous puissions regagner la maison mère qui est la CEDEAO. Le Mali a beaucoup fait pour la CEDEAO. Même le protocole additionnel qui a demandé à ce qu'il n'y ait plus de prise par la force. Oui. C'est les Alpha qui l'ont fait. Okay. Au-delà de l'économique, parce qu'ils ont estimé que si le volet économique marche, si le volet politique ne marche pas, ce n'est pas bon. Et en matière d'intégration, l'Union européenne s'est même inspirée du cas de la CEDEAO. Et en matière de force, les pays de la SADC se sont inspirés de l'ICOMOG, la force ouest-africaine d'interposition. Donc la CEDEAO était déjà en avance dans beaucoup de domaines. C'est vrai, il y a des couacs sur le plan sécuritaire. La CEDEAO a tardé à agir. Mais il faudrait rappeler quand même que l'UEMOA a débloqué 100 milliards de francs CFA pour soutenir les pays sahéliens dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. La CEDEAO a débloqué 25 milliards de francs CFA pour soutenir l'EDM. Beaucoup ne le savent pas, c'est ça la vérité. Et même l'interconnexion des centrales hydroélectriques, c'est un travail de la CEDEAO par souci d'intégration. Okay. On parlera peut-être après du bilan de la CEDEAO, mais déjà sur cette mesure, docteur, oui, je vous pose cette question. Oui, votre carte CEDEAO, vous avez l'habitude de voyager, vous êtes un grand voyageur. Oui, déjà, est-ce que vous avez des inquiétudes? Oui, c'est avec, comme l'a dit, pessimisme et angoisse, parce que, comme ils l'ont dit, l'imposition des visas va amener au-delà de la perte des emplois, à la fermeture des structures de la CEDEAO. Et même sur le plan international, le Mali n'aura plus la possibilité, les pays de l'Est n'auront plus la possibilité de siéger à des hautes fonctions, notamment au niveau de l'Union africaine, au niveau de la CEDEAO, même au niveau des Nations Unies,
Comme on l'a dit, il y a des quotas. Donc, ils ont bien structuré pour dire que cette imposition va au-delà des visas. Donc, nos visas seront caducs. Ça va créer non seulement un certain... Nos visas ou bien nos passeports? Nos passeports. Okay. Nos passeports vont périmer parce qu'on va être dans des moments de pessimisme. Parce que les populations qui sont présentement en Côte d'Ivoire, à majorité malienne, au Ghana, des commerçants. Donc, tout ceci seront d'un jour à un autre renvoyés vers le Mali. Donc, cela veut dire que ce n'est pas une bonne politique. Quitte à revoir, même l'AS peut revoir cette décision. Parce que s'il laisse la CEDEAO appliquer, ça aura des conséquences économiques, des conséquences sur le plan intellectuel, même militaire. Donc on va être en vase clos. Or que le développement, de façon naturelle, nul ne peut se développer sans l'interconnexion des autres. Je vous donne l'exemple. Malgré qu'en Europe, il y a certains pays qui ne s'entendent pas, mais ils continuent à siéger au sein de l'Union européenne. Parce que le déplacement, la libre circulation des personnes et des biens est assez importante pour mettre fin à ce jour. Or, le Malien, à ce jour, n'est pas préparé à cette situation, où il faut un visa, où il faut une position délimitée. Même les commerçants, on l'a dit, les cartes pour les camions, les voyageurs seront limités, les résidents seront irrésiliés. Les plus de 100 et quelques Maliens qui travaillent au sein de la CEDEAO vont revenir pour ces 3 pays. Donc, vraiment, c'est pas une catastrophe, mais c'est pas quelque chose d'inattendu. Oui, est-ce que la CEDEAO va mettre cette décision en application? Avant de vous donner la parole, hein, le numéro de téléphone va s'afficher pour ce premier thème. Si les téléspectateurs souhaiteraient intervenir dans cette émission en direct par rapport à cette décision de la CEDEAO, hein, décision qui fait partie des résolutions du sommet de la CEDEAO, des chefs d'État et de gouvernement. Oui, qu'est-ce que vous pensez de cette décision de la CEDEAO en ce qui concerne le visa d'entrée désormais pour les pays, les ressortissants de l'AES, le Mali, le Burkina Faso et le Niger? Issa Kaoudié. Écoutez, moi j'ai voulu juste, à l'entame de mes propos, être mesuré. Je n'ai pas voulu rentrer dans le fond. Oui. Vous savez, d'abord, pour comprendre qu'est-ce qui nous arrive, parce qu'on parle de CEDEAO, en réalité, ce n'est pas CEDEAO. La question va au-delà de la CEDEAO. Parce que ceux qui ont décidé de partir au nom de l'Alliance l'Alliance des États du Sahel, qui aujourd'hui est en train de faire une autre effet d'annonce en parlant de confédération, donc association des États indépendants qui veulent s'unir pour des objectifs, bon, puisque eux-mêmes n'ont pas fait déjà des chartes à la matière pour dire le contenu, mais c'était juste une déclaration. Mais ils ont quand même, la CEDEAO a dit quelque chose qui est extrêmement important, depuis le 27 qu'ils ont notifié leur retrait avec effet immédiat de la CEDEAO. Et donc c'est sur cette base parce que la CEDEAO en réalité n'avait pas prévu ce sommet contre ou pour l'AES, c'était un sommet ordinaire. Maintenant, à partir de cet instant qu'ils sont allés dans une logique de confédération, donc la rupture est désormais consommée. Maintenant, les conséquences sociales, c'est le plus important. Parce que le Mali est un pays de migration et d'immigration. C'est pareil pour le Burkina, c'est pareil pour le Niger. Et ce que les gens ne savent pas, dans la grande majorité, des gens qui sont qui ne bougent pas, mais ceux qui bougent le savent, ceux qui sont informés aussi le savent. Vous avez plus de Burkinabés en Côte d'Ivoire que l'ensemble des diasporas burkinabés dans le monde. Cette information, beaucoup ne l'ont pas. Vous avez l'ensemble c'est-à-dire le Mali a plus de Maliens en Côte d'Ivoire que plus que l'ensemble des pays du monde. Pas de 3 à 4 millions. Oui. Voilà. Alors qu'on parle de 6 millions de Maliens, ou de 8 au maximum, qui vivent dans le monde. Bien sûr. Donc si la Côte d'Ivoire, elle se détient, 5%, ça veut dire qu'il n'y a pas commune mesure. Et le Niger, c'est pareil. Partagé pour eux, c'est quand même un peu équilibré, c'est partagé entre le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Ben, maintenant, et en plus de cela, ces pays sont des pays... Oui, allez-y, voilà, il y a quelqu'un au bout du fil. Voilà, ces pays sont des pays continentaux. Oui, allô, bonsoir, on vous donne la parole. Oui, bonsoir. Oui. Oui, comment allez-vous, ça va? Oui. Allô? Oui, je vais bien, vous. J'espère que tout le monde va bien. Allô? Allô? Oui, allô, est-ce que... Je vous attends. Allô, vous pouvez parler un peu plus fort, éloignez-vous un peu de votre télé. Oui, j'ai éteint. Voilà. Voilà, présentez-vous pour qu'on puisse mieux vous entendre, voilà. Je m'appelle Koulibaly Aruna et je suis en fait dans vos émissions depuis
j'ai vu l'opportunité pour vous appeler et échanger aussi au niveau de la politique entre les pays du CEDEAO. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort, s'il vous plaît? Et du coup, est-ce que vous m'entendez? Oui, parlez un peu plus fort, s'il vous plaît, pour qu'on puisse mieux vous entendre à l'antenne. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Et du coup, je disais, pour aller plus vite, la politique au niveau des pays AES, comme je l'ai dit, c'est pas normal en fait, parce que quand on voit Mali, Burkina, Niger, les ressortissants, ils sont plus beaucoup à l'extérieur et au Mali, en fait. On prend l'exemple du Burkina, ils sont plus nombreux, les ressortissants burkinabés sont plus nombreux en Côte d'Ivoire, pareil comme Niger, et pareil comme le Mali aussi. Donc aujourd'hui, si on met visa entre ces pays aujourd'hui, la population qui se retrouve en Côte d'Ivoire aujourd'hui, ils auront du mal aujourd'hui de s'en sortir en fait. Et cette politique, c'est pas normal. Il faut toujours penser à la population d'abord, parce que la population, c'est eux d'abord qui font l'économie du pays. D'accord. Donc, ces solutions, c'est pas favorable en fait pour la bonne politique dans les pays entre les voisins. Et ces gens de politique, c'est dommage. On voit aujourd'hui les gens se comportent d'une manière et ce comportement, c'est pas raisonnable au niveau des trois pays qui sont alliés aujourd'hui parce qu'ils ne pensent pas à la population, c'est que la population vit à l'extérieur en fait, à l'étranger. Parce que tu penses à ça, ces gens de solutions, ils n'arrivent pas à s'engager en fait normalement. Parce que la politique, c'est toujours comme cela, c'est vrai, il y a des solutions, soit il y a des problèmes qu'on n'arrive pas à gérer entre les pays, mais il faut toujours essayer de passer par les dialogues, comme D'accord. Privilégier. Privilégier toujours le dialogue. Vous nous appelez depuis où? La France. La France, ok. Ah, c'est le pays, de Kaoudjima, voilà. Là, c'est sûr que... Effectivement, je suis d'accord avec lui pour lui donner un message. La politique, en fait, c'est pas par là-bas, en fait. Il faut toujours négocier. D'accord. Et la politique, c'est comme on dit, il faut toujours dialoguer, il y a toujours solution. D'accord. La politique, c'est pas avec la violence, c'est juste... c'est une manière de manier, en fait. Ok, d'accord. D'accord. On a compris, hein, il faut privilégier le dialogue, la diplomatie, c'est ça le sens de votre propos. Merci et bonsoir à tous nos téléspectateurs, à nos compatriotes depuis la France. Alors, je disais que c'est un problème d'abord pour les communautés sociales d'abord parce que j'ai parlé le nombre de Maliens qui vivent en Côte d'Ivoire et puis aussi des Burkinabés, mais sauf que ces pays sont des pays de migration et d'immigration. Donc le mouvement et puis les relations... Depuis la nuit des temps. Donc du coup, si on doit mettre des barrières ou bien créer des situations plus difficiles pour que ces pays-là, ces populations puissent librement voyager, ça va avoir une conséquence de ralentissement de l'économie dans les pays de l'AES. Ça, il n'y a rien à dire. Parce que les ports que nous utilisons sont ces pays des CEDEAO. Et ces pays des CEDEAO, pratiquement la Côte d'Ivoire, elle seule, son poids dans l'espace, je parle de démographie, mais son poids, surtout sa position géographique. Et si vous regardez le Ghana aussi, le Burkina est obligé de se ravitailler soit par le port de Tema, ou bien du Togo, ou bien souvent même par la Côte d'Ivoire. Donc la Côte d'Ivoire, obligatoirement, est indispensable pour son économie. Alors je me dis, si on doit rentrer dans un bras de fer, c'est pas bon. Ce que je souhaiterais, peut-être pour finir, je pense que l'alliance des États de Sahel, si elle était restée dans sa configuration initiale, mutualiser leurs efforts pour conjurer l'insécurité, parce qu'on parle du Sahel. Alors que l'intégration de la CEDEAO va au-delà du Sahel. Donc moi je pense qu'aujourd'hui ça a été une faute politique d'essayer de se mettre en retrait de la CEDEAO, parce que la CEDEAO a quand même privilégié le dialogue
quand elle s'est rendue compte qu'il y avait des difficultés de fonctionnement. Je pense que les dirigeants de l'AES devraient tenir compte de ça, parce qu'eux-mêmes aussi doivent admettre quelque chose. Si ces 3 chefs d'État, vous les prenez, seul le cas du Malien peut-être peut avoir des explications politiques de légitimité, parce que c'était la lutte du M5 qu'ils sont venus par parachever. Mais Tchani, il sort un matin, il séquestre le président, il s'installe. Vous prenez IB sort, il dit bon voilà, il déloge son officier, il prend le pouvoir et puis il se donne 5 ans supplémentaires. Qu'est-ce que ces gens ont en commun politiquement homogène et qui a une vision d'intégration pour aller de l'avant? Je ne vois pas. Ok, on va parler après. On a un autre thème sur l'AIS. Oui, bonsoir. Allez, bonsoir, comment allez-vous? Oui, je vais bien, et vous-même, ça va? Oui, ça va, bien, merci. Oui, Bamako aujourd'hui avec beaucoup de fraîcheur. Oui, je voulais... Oui, ça va bien, merci. Vous nous appelez de Bamako ici? Oui, d'accord, merci. Je vous appelle de Burkina Faso. Vous nous appelez de Burkina? Il y a le retour, hein, il est entre... Oui, est-ce que vous pouvez vous éloigner de votre poste? Est-ce que vous pouvez vous éloigner de votre télé? Ok, on a compris. Éloignez-vous un peu de la télé et puis parlez, on va mieux vous entendre pour éviter le retour. Ok, il n'y a pas de problème, je viens de comprendre. Bon, oui, pas de chance avec ce téléspectateur du Burkina Faso. Oui, Issa Koudjim, Badou Escobar n'a pas, voilà. Si vous devez rentrer en direct dans cette émission, vous devez vous éloigner de votre poste télé pour qu'on puisse mieux vous entendre. Oui, Badou, allez-y, et puis... Oui, il y a un appel déjà. Oui, bonsoir. Alors, bonsoir. Badou, allez-y, Badou. Oui, ensuite... Alors, bonsoir. Alors, oui, bonsoir, ça va? Oui, c'est le retour, hein, voilà. Éloignez-vous de votre poste télé. Ici, Badou, vous pouvez aller sur toujours hein, les implications de cette décision ou de cette résolution de la CEDEAO sur le visa. Non, moi je me dis qu'il ne faut pas aller trop en besoin. Peut-être que c'est une menace de la CEDEAO. Souhaitons que ce soit une simple menace. Mais ce que j'aimerais ajouter, c'est vrai que la CEDEAO aussi a commis beaucoup d'erreurs par rapport surtout au Mali. Parce qu'en 2012, si la CEDEAO s'était mobilisée, la CEDEAO avait intervenu à temps, on n'en serait pas là aujourd'hui. Et il faut aussi reconnaître qu'il y a beaucoup de chefs d'État de la sous-région qui obéissent à des ordres. Bon, tout ça, c'est une réalité. Et c'est pourquoi, dans l'espace CEDEAO, c'est le peuple même qui, à un moment donné, on dit allons vers l'intégration des peuples. Et le sont les syndicats des chefs d'État. Tout ça, c'est une vérité. Et par rapport à l'AES, il y a un aspect que Koudjim a évoqué, ça c'est très important, ça c'est l'aspect sécuritaire. Le fait que les 3 pays ont décidé de mutualiser leurs efforts, de se mettre ensemble pour combattre le terrorisme, ça a été une bonne idée. On va parler de l'AES, on pourra parler de l'AES. Ça est en train de tordre le cou à la CEDEAO parce que les pays de la CEDEAO ont décidé de mettre de réactiver la force en attente de la CEDEAO pour pouvoir aider ces pays à lutter contre le terrorisme. Tard vaut mieux que jamais, mais je trouve que il faut toujours ouvrir la porte du dialogue parce que le tourisme est transnational. D'accord. Oui, on va finir avec cette question et puis après pour les auditeurs, les téléspectateurs, on va laisser les dernières minutes de l'émission pour que vous puissiez poser poser vos questions, voilà, pour ne pas perdre totalement le rythme de l'émission. Oui, docteur Amadou Touré, est-ce que vous pensez que jusque-là le dialogue est possible, hein, voilà, pour que la CEDEAO ne puisse pas aller à cette... À mon niveau, c'est très difficile parce que cette décision est en réaction au sommet. Parce que le premier point... me dit que c'est... En réaction au sommet de l'AES. Parce que techniquement, la réunion qui était prévue avec la CEDEAO, il y avait l'ordre du jour des problèmes économiques, régionaux, sécuritaires. Mais on pensait comment activer la force. Donc, compte tenu qu'il y a eu une réunion de l'AES, ça va les pousser à agir. Donc, c'est une réponse à l'AES. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On a la CEDEAO des peuples, on a l'AES des peuples. Donc, la question qu'on se pose, en réalité, qui défend l'avantage des peuples? Donc, si la CEDEAO impose le visa, les conséquences sont là pour la population. Donc, à ce niveau, qu'est-ce que nous privilégions? Nous privilégions toujours le dialogue pour que la main tendue de la CEDEAO puisse être entendue
et que la CEDEAO fournisse l'effort continu et que l'AES aussi veut revoir les décisions. Parce que ça n'arrange nullement ni la CEDEAO ni l'AES à ce jour. Et les perdants, c'est les populations. Comme on vient de dire, les populations maliennes, naturellement, c'est des grands voyageurs. D'accord. Oui, on va parler. Oui, ça que dit. Allez-y. Je pense qu'il y a un aspect sur lequel je suis d'avis très différent. CEDEAO a commis des erreurs. Et ça, c'est normal parce qu'une organisation de 16 États, avant que les autres ne partent, mais ce qui a été reproché à la CEDEAO, c'est les sanctions, que certains aspects sont sortis du texte. Sinon, en dehors de ça, c'est quand même le texte des CEDEAO qui condamne les coups d'État. Ce qu'on reproche à la CEDEAO, c'est d'être plus ou moins un peu timide sur les coups d'État constitutionnels et des batteries de sanctions sur le coup d'État militaire. Je pense que c'est cette démarche-là que les populations ont compris que la CEDEAO n'était pas très cohérente par rapport à ses propres textes. Mais la CEDEAO s'est rendue compte avec ce qui s'est passé, le cas malien et ensuite burkinabé et le cas nigérien, a mené même les dirigeants de CEDEAO à dire, bon écoutez, ça suffit maintenant, il faut qu'on essaie de revoir les textes et de tout faire qu'il y ait un dialogue avec ceux qui veulent partir. Parce que à ce moment, la CEDEAO n'est pas restée hermétiquement fermée. Maintenant, ce qui se passe aujourd'hui, l'AES, en réalité, quel est le projet de l'AES? On va parler de l'AES, c'est ça. Voilà. Oui, on va parler justement de... Moi, là où je suis en train de rester sur ma faim, pendant que la Mauritanie qui a quitté veut revenir, le Maroc de l'autre côté aussi veut intégrer la CEDEAO, au même moment, des pays qui ont presque était à l'origine de la création de la CEDEAO veulent en sortir. D'accord. Oui, on va deuxième thème de l'émission, c'est justement ce sommet des chefs d'État de l'AIS, l'Alliance des États du Sahel, et les chefs d'État qui parlent désormais de confédération de l'AIS et puis d'autres projets et puis le président, voilà, c'est un exercice, il y a une présidence tournante, donc le président désormais, c'est le président en exercice, c'est le président Goïta, le président Assimi Goïta, Badou Escobar, oui, sur l'AIS, ce sommet, et puis quelque part, ce sommet, c'est un sommet qui intervient au même moment que le sommet ordinaire, le sommet du chef d'État de la CEDEAO. Est-ce que là, vous voyez juste une coïncidence ou c'est aussi jouer un grand coup de communication pour les États de l'AIS? La tenue du sommet de l'AIS a été très bien calculée. C'est en réponse au sommet de la CEDEAO qui s'est tenu aujourd'hui. C'est très clair. Vous n'avez pas vu les bains de foudre. C'était une démonstration de force. C'était pour dire aux autres États de la CEDEAO, voilà, nous avons nos peuples avec nous, même si souvent c'est virtuel, mais c'était une façon de dire à la CEDEAO, voilà, nous avons nos peuples avec nous. Et lors de la rencontre, on a vu les discours des uns et des autres. Moi, j'ai suivi le discours de Tchani, j'ai suivi le discours d'Assimi, j'ai suivi le discours de Ibé. Le discours de Ibé n'est pas très actuel. Je n'aime pas tellement commenter ça parce qu'apparemment, lui, il est dans la rhétorique. Il faut les jeunes, il est fougué, il parle de colonialisme, il parle d'esclavage. Alors que dans la province de Boudalan, pour votre information, dans la province de Boudalan, chez lui, il y a l'esclavage. Il n'a qu'à lutter contre ça d'abord. Je pense que nous, on n'est plus colonisés, on n'est plus des esclaves. Il parle d'esclaves de salon. Des esclaves de salon, des valets, etc. Dans sa province, dans Boudalan, il y a l'esclavage. Là, vous pouvez vérifier mon information. Ce que j'aimerais rapidement, c'est que j'ai aimé quand même le discours de Tchani quand il a parlé d'industrie agroalimentaire, le développement des infrastructures, etc., l'agriculture, pour permettre aux jeunes de travailler, la création de la banque d'investissement. Ensuite, le cas de Assimi. Assimi aussi a tenu un discours comme responsable. J'ai suivi son discours. Il a parlé surtout sur le plan sécuritaire, mettre nos forces ensemble, mutualiser nos efforts pour lutter contre le terrorisme, le droit de poursuite, etc., etc. Il a parlé de l'industrialisation de l'agroalimentaire. Donc, c'est des perspectives de développement, c'est une bonne chose. Mais j'aurais souhaité que ces perspectives de développement se fassent avec les autres pays de la CEDEAO. Ce sont nos frères, ce sont nos sœurs. Et lui-même, il a dit son frère Tchani, il a dit son frère Ibé, Alassane est son frère, il faut Yassoumbe son frère. Je pense que
qu'ils négocient. Donc, c'est comprendre. Oui. Mais le président de la CIMI avait dit ici à Sikasso qu'ils sont dans un projet de non-retour. Oui, docteur Amadou Touré, oui, sur ce sommet de l'AIS, les chefs d'État qui ont tenu des discours. Au-delà des discours, qu'est-ce que vous avez retenu? Est-ce que vous pensez véritablement que l'AIS est viable, que l'AIS promet? Oui, les questions se posent parce qu'après 65 ans, après notre fédération très éphémère avec le Burkina, le Bénin et le Sénégal, en premier temps 59 et puis le Sénégal en 1960, la fédération s'est volée en éclats. Donc, est-ce que les enseignements ont été tirés? Donc, se pose la question. Aujourd'hui, nous sommes dans ce qu'on appelle l'AES à travers leur sommet. Donc, est-ce que l'AES va être viable? Parce qu'on a suivi des effets d'annonce, des engagements. Mais compte tenu de la forme et de la mutation de l'AES, les questions s'imposent. Parce que par rapport aux défis, donc d'impact mutuel de défense, à la création d'une force conjointe, et puis un retrait à la CEDEAO, donc en réponse, voici ce que la CEDEAO impose comme retour. Et aussi par rapport à l'AES, c'est qu'on peut retenir les défis existent. Les défis énormes, les défis de communication. Parce que c'est-à-dire que la mise en œuvre de comités locaux, le contenu, l'objectif réel, les citoyens lambda ignorent. Et l'AES, en tant que structure, n'a pas sa monnaie. Comme je l'ai toujours dit, si on est souverain, c'est qu'on a la monnaie. Donc, comme on le dit, depuis le XVe siècle, la monnaie est un attribut de souveraineté. Et on a vu dans les 3 pays de l'AES, c'est des pays qui souvent sont tentés par des prêts auprès de la banque, auprès du Fonds mondial. Et l'AES aussi, dans sa lutte contre le terrorisme, ne peut pas lutter efficacement sans l'implication de la CEDEAO. C'est très difficile. Donc, les défis restent énormes, mais on peut prendre, comme on le dit, c'est des promesses, c'est des effets d'annonce. Mais nous allons attendre l'effet des réalisations pour savoir est-ce que l'AES va nous amener. Et aussi, la principale difficulté qui se pose depuis vers 17h, c'est la libre circulation des personnes et des biens au sein de l'AES. Parce que est-ce que l'AES peut remplacer cette libre circulation des personnes comme l'a fait la CEDEAO? Donc, c'est des questions. Oui. Est-ce que pour vous, vous êtes en train de dire que cette histoire, cette question d'introduire le visa a un peu plombé un peu les conclusions du sommet? Oui, en réalité, ce qui n'est pas facile. De Niamey. Oui, en réalité, c'est des politiciens, des politiciens nouveaux et des anciens politiciens de 50 ans. Donc, c'est la vie qu'en politique, comme je dis, il n'y a pas de cadeau. En politique, c'est de faire ce qui est possible à l'instant. Okay. Qu'est-ce qui est possible pour la CEDEAO? C'est de répondre. Parce que comme l'AES dit, c'est la libre circulation des personnes de biens au sein de l'AES, avec des projets d'investissement, des banques d'investissement, c'est des promesses. Mais la CEDEAO, en tant qu'État, a des structures viables qui sont là. Donc la CEDEAO va répondre. Donc ça peut mettre mal à l'aise les populations. Parce que d'ici demain, vous allez voir, si la CEDEAO décide de se mettre d'appliquer, et je suis sûr que la CEDEAO va appliquer. Parce que c'est en politique. Chacun cherche à sauvegarder ce qu'on appelle ce qui lui reste comme dignité, comme honneur. Donc l'AES est là en tant que structure. L'AES aussi va faire des mesures de réciprocité. Mais dans tous les cas, c'est nous qui allons perdre, nous, en tant que population africaine. Oui, Issa Kodim, le sommet de la CEDEAO, c'était depuis hier. Mais pourquoi il faut attendre ce soir, aujourd'hui, pour parler justement de cette question? Vous parlez de sommet de l'AES, vous l'avez interversé? Oui, non, je vais vous relancer. C'est-à-dire le sommet de la CEDEAO qui parle de visa, mais je demandais, est-ce que c'est pour aussi contrecarrer un peu les décisions du sommet de l'AES? Qu'est-ce que se passe? Comment il faut voir les deux situations? Vous savez, vous me permettez? Les deux tableaux. Vous me permettez? Allez-y, rapidement. Il faut comprendre d'abord c'est quoi tout ça. Parce que nous, on fait un effort terrible pour chercher les mots. Parce que ce n'est pas parce que nous n'avons pas l'expression. Mais vous savez pourquoi? Même être là, c'est un problème. On ne sait même pas si on peut retourner à la maison. C'est pour ça que je ne parle pas. Comprenez d'abord, cette AES-là, c'est en réalité, c'est l'IPTACO, c'est l'autorité de l'IPTACO Gourmand qui a été créée par, il y avait 3 présidents, mais ce que les gens ne savent pas, allez vérifier l'information. En 1969, c'est les Nations Unies, à travers une commission qu'on appelle la Commission économique pour l'Afrique et comment on appelle ça, l'autre là, non, ça c'est la deuxième, c'est le PNUD, qui sont des agences des Nations Unies. C'est eux, en 1969, qui ont estimé que les 3 frontières, qui sur une superficie d'à peu près 700, si j'ai bonne mémoire, 70 km² comme ça, une partie du Mali, du Burkina et du Niger,
qui est une zone très riche en ressources aurifères, c'est-à-dire que minières, et aussi hydrauliques et pastorales. Mais pour des raisons de tension, parce que ces trois pays, le bornage, il y a trop de problèmes, je ne vais pas développer. Oui. Donc, permettez-moi, c'est extrêmement important. Et en 1970, il y a eu ce qu'on appelle le protocole d'accord, qui s'était tenu à Ouagadougou, pour la création, mais c'est sur recommandation du système des Nations Unies, qui ont proposé à ces trois États d'intégrer, d'en faire un projet de développement. C'est extrêmement important. Ils sont, contrairement à ce que les gens pensent, c'est les Nations Unies, parce que quand on dit que ça ne se décide pas aux Nations Unies, même l'AES a été décidé aux Nations Unies, parce que l'AES c'est quoi? C'est l'Iptako Gourma. Et c'est eux qui ont proposé à ces trois chefs d'État, à l'époque il y avait Moussa Traoré qui était du Mali, il y avait Sangoulé Lamizana, Bouakar Sangoulé Lamizana qui était du Burkina, et il y avait Amani Diori qui n'était pas renversé, qui était au Niger. Donc ces trois, à Dakar, ils ont signé pour qu'il y ait l'autorité de l'Iptako Gourma pour en faire un projet de développement pour éviter des tensions entre ces trois pays. Mais malgré cela, comme vient de dire le docteur, sans revenir sur ça, c'était pour éviter des affrontements. Alors qu'après, le même Mali a eu deux guerres contre la Haute-Volta et le Burkina Faso. Moussa Traoré contre Sangoulé Lamizana, Moussa Traoré contre Thomas Sankara. C'est cette zone-là. Parce qu'on est venu dire que, bon, voilà, mais bref, c'est pour dire que l'histoire, souvent, il faut comprendre ce qui s'est passé. Donc, pour éviter ça, il fallait une intégration économique pour éviter. Parce que si les trois pays sont intégrés, ils sont ensemble, ils exploitent ensemble, ça évite les tensions et ça renforce la quiétude et ça renforce l'intégration économique. Mais aujourd'hui, on fait croire comme si, alors c'est parce que c'est les autres là qui sont un problème. Maintenant, moi, c'est pour répondre à cette affaire de l'AES, vous allez prendre sur mon temps de parole. L'AES, aujourd'hui, le problème de ceux qui ont à la tête de l'AES, qui disent que la CEDEAO, c'est CEDEAO de chefs d'État. Mais l'AES, là, c'est pas l'AES des peuples, c'est l'AES des chefs d'État. Ils sont sortis pour qu'ils soient sortis unilatéralement de la CEDEAO sans demander la base, ni sur le référendum, ni sur quoi que ce soit. Aujourd'hui, ils sont partis tout le monde a pris à 24 heures qu'il y a une rencontre entre les trois chefs d'État. Au communiqué, on dit que c'est pour créer la confédération qui s'appelle dorénavant la confédération de l'AES. Alors, où est le peuple? On ne peut pas dire que vous n'êtes pas élus, vous n'êtes pas des dirigeants légitimement élus, vous n'avez pas une assemblée qui a été démocratiquement instaurée. Alors vous partez tous en tenue militaire, vous êtes tous des militaires, et vous venez, vous prenez des décisions. Si quelqu'un dit plus, il va en prison. Aujourd'hui, vous prenez le cas du Mali, tous les partis politiques pratiquement sont soit en exil, soit en prison, ou bien soit en tout cas en voie d'aller en prison. Et le cas du Burkina, pratiquement, on a tout suspendu. Le Niger, ça n'existe même pas. Donc, quelle est la légitimité du peuple par rapport à cette décision? Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut savoir raison garder. C'est pour cela, l'autre disait que je ne peux pas dire que c'est le cas, mais que la politique est trop sérieuse pour être confiée. C'est le militaire. Oui, vas-y. C'est le militaire. C'est le militaire. Ok. Oui, allez. Oui. Badou Escobar. C'est la prison. On va rentrer à la maison. Surtout aujourd'hui, il fait très frais. On ne veut pas aller de l'autre côté. On ne veut pas aller là où il y a beaucoup. Issa Kodji, il a peur. Il ne veut pas parler. Il a mangé son piment dans ma bouche. Badou Escobar. Oui, l'AES aujourd'hui, avec les promesses, et puis aussi il y a cette nouvelle-là qui vient de tomber par rapport au visa. Est-ce que vous pensez que l'AES va imposer, ou les chefs d'État de l'AES vont imposer la réciprocité par rapport au même visa, par exemple? En tout cas, les discours qui ont été tenus par les différents chefs d'État, c'est des discours belliqueux. C'est des discours, à mon avis, qui veulent dire tout simplement que nous n'allons plus revenir en arrière, nous n'allons pas faire marche en arrière. Nous n'allons pas faire marche arrière, mais nous allons continuer de l'avant. Mais je souhaite, en tout état de cause, qu'il y ait des négociations, qu'il y ait des discussions pour qu'on puisse sortir de ce mauvais pas. Moi, j'ai un souci, parce que quand IB parle de valeur de l'impérialisme, etc., si vous me permettez, vous me donnez quelques minutes. Oui, je pourrais rejoindre un peu Kaoudim. Je ne comprends pas, parce que si vous prenez le Niger, excepté Amadou Diori, Mohamed Ousmane qui a été renversé par Baré Maïnassara, ensuite Mohamed Bazoum. Il y avait Ouaké, le colonel Ouaké. Le Niger a toujours été dirigé par des militaires. Et puis Tandja. Non, Tandja c'est un militaire, c'est un colonel. Mais c'est ce que j'ai dit. Mais au Burkina,
excepté Francis Kafando et Roch Marc Kaboré. Le Burkina a toujours été dirigé par des militaires, mais qui est ce valet-là? Au Mali. Moussa a dirigé pendant 23 ans. ATT Kamé, c'est un militaire qui a troqué la tenue contre la vie. Avant lui, il y a la parenthèse du capitaine Sanoro. Donc quand il parle de valet de l'impérialisme, etc., quand même, ils ont eu à diriger nos pays. Les militaires ont eu à diriger. Pendant le temps qu'ils dirigeaient nos pays-là. Donc ils prennent leurs ordres de Paris, de l'Élysée ou bien de Londres, qu'ils nous le disent aussi. Parce qu'on est autour de cette table pour dire certaines vérités. Donc c'est pour dire que moi je pense qu'au lieu de s'en prendre à X ou Y, je crois que nous devons nous mettre à la tâche. D'accord. Et pour terminer, quand les Américains envoyaient de la nourriture aux Chinois, ils écrivaient sur les caissons et réservaient aux chiens et aux Chinois. Est-ce qu'ils osent le faire aujourd'hui? Et parce que les Chinois se sont mis au travail. Donc nous avons trop accusé les autres. Il est temps qu'on se mette au travail. Il est temps qu'on se mette ensemble. Il est temps qu'on réfléchisse à sortir du sous-développement. Parce que à force d'accuser les autres, nous n'allons pas nous en sortir. D'accord. Oui, troisième. Il faut qu'on dépoussière nos mentalités. Troisième thème de l'émission, nous allons parler de cette sortie du président de la CODEM, Ousseini, l'ancien ministre, Ousseini Amion Guindo, que nous allons voir sur les images. Ousseini Amion Guindo qui parle du contexte sécuritaire. Et pour lui, le contexte sécuritaire se dégrade au centre du pays, mais aussi une partie du sud du pays. Et il demande aux autorités de changer de cap et de dialoguer, de dialoguer avec l'ensemble des Maliens et pour que le Mali puisse retrouver la voie et pour lui, pour qu'on change quand même de paradigme, de ligne. Issa Kodim, vous connaissez l'homme Ousseini Amion Guindo, cette sortie. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de cette sortie? Vous avez vu tous, vous avez suivi la sortie de Ousseini Amion Guindo. Je connais, c'est un grand ami à moi. C'est un homme politique que je respecte profondément. C'est pas un politicien de couche, spécialement l'expression un peu péjorative. Vous savez, il y a certaines dimensions de l'homme qu'il faut dire, parce que évidemment en politique on ne parle pas bien de son... je ne considère pas comme un concurrent. Ouais. Je dis ce qui est vrai chez les gens, qui est bien, et le reste on peut taire pour ne pas se créer trop d'ennemis inutiles. Vraiment, vous connaissez les politiques, vous avez une fiche sur chacun. Bon, je vais vous lire. Je l'appelle affectueusement, comme tout le monde d'ailleurs, Poulo, qui lui m'a fait un livre pour dire que... le Santroupeau. Oui. Vous savez, culturellement, c'est l'un des rares hommes politiques qui a une base réelle, pas en termes de militants, mais de base réelle du terroir. Voilà quelqu'un qui, non seulement il est né dans son terroir naturel qui est le pays d'Ogon, et qui a fait des études dans des conditions très difficiles, il est diminué dans son livre, mais ce n'est pas ça l'objet de votre question. Et ensuite, il a étudié ici à l'ENSUP, et il est devenu député, il a été aussi président de club sportif. Il a été plusieurs fois ministre de l'Éducation, ministre du Sport, et puis ministre aussi de l'Environnement, ce que je sais. Mais j'ai des relations vraiment très personnelles, politiques que j'ai eues avec lui. Je connais l'homme, je partageais beaucoup de choses avec lui. Il est très discret, il est aussi mesuré, mais c'est l'un des hommes politiques propres. Il n'est pas quelqu'un qu'on peut le poursuivre sur des questions de malversation ou des choses, sinon ça allait trouver qu'il allait faire partie de l'eau. Mais sauf que, aujourd'hui, est-ce que sa sortie, comme est appréciée par l'opinion? Je pense, de mon point de vue personnellement, sa sortie est politiquement, ce qu'il dit, pertinent, mais c'est inquiétant en termes d'analyse, mais en termes aussi de ce qu'il est en train de... En fait, c'est une forme d'informer. Mais ce que j'ai trouvé intéressant dans la conclusion de tout ce qu'il a dit, il a dit la seule démarche militaire, l'armée fait ce qu'elle peut. C'est ce qui a été dit constamment par tout le monde, mais à des façons différentes. Notre soutien à l'armée c'est nous-mêmes, mais à une question politique, il faut intégrer un volet politique. On n'est pas dans une guerre avec des pays limitrophes. On est à l'intérieur de notre espace, de notre pays, où nous avons des gens, souvent qu'on ne connaît pas, mais nous avons des gens aussi qui sont malheureusement des Maliens. Même si ce qu'ils font est condamnable.
Alors, il faut... Je vais paraphraser quelque chose que je connais de mieux, parce que quand même, j'ai été façonné dans la religion. Le prophète, alayhi salatu wassalam, on n'est pas à la prêche. Ce qui est le plus difficile, c'est de transformer son ennemi en ami. Donc, un homme qui est fort, c'est celui qui peut transformer l'ennemi en ami. Ça veut dire, en d'autres termes, ceux qui sont aujourd'hui contre la République, qu'ils veulent en découdre avec la République, c'est de faire en sorte qu'ils reviennent à la République. Et les plus récalcitrants, on se met ensemble pour les neutraliser. Mais si aujourd'hui les politiques sont neutralisés, d'autres personnalités qui sont même souvent des religieux sont contraires à l'exil, d'autres hommes politiques ont peur de revenir, d'autres, je ne vais pas dire qu'ils ont fui, sont à l'exil forcé, et nous-mêmes nous sommes en sursis. Moi-même qui vous parle, sans aucune raison, j'ai été empêché de voyager, sans motif ni administratif ni judiciaire. Donc face à ces militaires, nous avons la peur. C'est la piscose. Et donc si Ami on dit cela, je pense que la conclusion de ce qu'il a dit, aujourd'hui, les autorités qui aujourd'hui ont le pouvoir de fait, doivent comprendre une chose est sûre, c'est qu'eux seuls ne peuvent pas régler le problème. Donc, ce qui est bon, ce serait de prendre en compte tout ce qui est dit par les hommes politiques, dans le sens de nous fédérer, aller à l'essentiel. Parce que vouloir dire que nous avons pris un chemin de non-retour, en politique, je vais le dire, paraphraser ailleurs, en politique, c'est la flexibilité, c'est le réalisme, et c'est aussi souvent ce qu'on appelle, comme on le dit, la grande sagesse en politique, c'est quoi? C'est ça Koudim qui fait des devinettes ce soir là. Qui fait des devinettes. Hein. Oui, et on donne la parole à Dr Amadou Touré dans cette vidéo, Hussein Amion Guido qui parle de contexte sécuritaire pour lui qui se dégrade, il parle du centre, il dit que dans certains villages, et surtout il a dit, excusez-moi de vous interrompre, qu'en 4 ans de transition, il y a eu plus de morts dans le pays de Dogon que les 7 ans de pouvoir de IBK. Et ça, on ne peut pas dire davantage. Oui, il a dit aussi que dans certains villages, c'est-à-dire on même pactisé avec les terroristes pour vivre, pour les djihadistes pour vivre. Voilà. Donc il donne des éléments de langage et puis... Je vous coupe pas la parole. Peut-être que vous aussi, cette fois-ci, vous évitez de dire les choses clairement. Il a dit que cet accord-là a été fait avec le gouvernement de transition, avec une ONG, pour dire aux habitants de faire un pacte en attendant que... Il va justement, on lui pose la question. C'est extrêmement important. On l'introduit, voilà. Oui, est-ce qu'il a suivi aussi la vidéo? Oui, allez-y. De la sortie de M. Guindo. Oui, vous avez suivi, non? Voilà, j'ai suivi l'intervention. Pour moi, c'est une analyse au-delà du constat qu'il a pu faire. Donc, pour moi, c'est pour dire que Amion Guindo, sa sortie souligne surtout son retour sur la scène politique. Et en tant qu'un leader politique, il se donne dans une posture où il faut un leader politique. Vu que la scène politique malienne à ce jour est vraiment inamovible, vu qu'il n'y a pas d'activité, l'activité est toujours suspendue pour les partis politiques. Et aussi, qu'est-ce qu'il faut retenir? Au-delà des observations et de son appréciation du voyage du président de la transition, du contexte sécuritaire, de l'école malienne, des difficultés des populations, etc., pour dire qu'au final, que seule l'action militaire ne suffise pas. Parce qu'en tant qu'avertisseur, un homme averti, on sait tout simplement que l'action militaire devrait être suivie par des actions civilo-militaires, qui devraient accompagner des actions de développement, qui devraient accompagner l'action militaire. Et au-delà de tout ça, Amion Guindo, qu'est-ce qu'on peut retenir de sa sortie? Que c'est un homme politique qui s'inscrit dans une opposition sous forme de critique constructive, sous forme de critique, sous forme d'une participation à l'action gouvernementale. Il l'a dit. La seule orientation possible à ce jour, c'est une nouvelle architecture politique, avec l'implication des acteurs politiques. Donc, quitte à dire que pour lui, ils sont là, ils sont des acteurs politiques, mais ils n'ont pas de rôle à jouer. Donc, il faudrait que les autorités les appellent, ensemble qu'ils mettent en place ce qu'on appelle une nouvelle architecture politique. Et je salue aussi son courage, ce n'est pas facile de nos jours. Donc, c'est pour dire que c'est dans une caricature d'un homme politique, d'un leader politique. Donc, ça veut dire qu'on peut caricaturer pour dire que si Issa Oudiema a peur de parler, aussi Amion Guindo dit ce qu'il pense. Mais moi aussi je suis visible. Écoutez, allez-y. Parce qu'aujourd'hui tout le monde a peur. Non, on n'a pas peur. Ce qu'il a dit sur la visite du
président, vous n'avez pas fait un mot. Non, il a dit, vous devez nous introduire avec la question. Parce qu'il a dit que la visite du président pour aller distribuer des vivres, et que Sikasso est une zone de production et que les djihadistes sont à 15 km de Sikasso. Et que Sikasso, en principe, est le poumon de l'agriculture. Donc, Sikasso n'est pas une zone où on doit distribuer de nourriture. Oui. Il a dit une deuxième chose, que personne ne sait le coût des rénovations des stades. Et qu'on a vu le cas du stade du 26 mars, et jusque-là, c'est dépendant devant la justice. Donc, c'est une manière de dire qu'il n'y a pas de transparence dans la gestion. Et c'est une manière de dire aussi que Sikasso ne doit pas être une zone de distribution de nourriture. Donc, tout le monde a peur de commenter davantage ce qu'Amio a dit. Mais sauf que, pour finir, et quand il dit qu'il fait son retour, non. La nouvelle architecture, mais à travers Djigia, il est membre des signataires du 31. Donc, c'est pas... Moi, je pense que ce qu'il a dit cette fois-ci, c'est costaud, c'est balèze. Mais sauf que mon frère ami, il est dit vraiment, on ne sait pas où il est. Donc, vous le faites avec les deux ce soir, voilà. Non, c'est un ami. Je sais qu'il se bat pour le Mali. Je sais que c'est un homme propre. Je sais que politiquement, il n'a d'autres ambitions que de servir le Mali et non de se servir. Ça, je lui reconnais ça. Mais sauf que nous ne sommes pas... Parce que quand il dit... Vous pensez que le timing... Non, il n'y a pas de timing, il n'y a pas de parti politique. Il n'y a aucune activité. La seule chose qu'on peut se permettre aujourd'hui, c'est juste parler. Et même ça, on est sous surveillance. Parce que si, par malheur que Dieu nous en garde, qu'il y ait un écart d'engagement ou bien qu'on touche un peu le domaine de cybercriminalité, mais on est arrêté. En tout cas, nous, on est arrêté. Donc, du coup, c'est le service minimum qu'on peut faire. On n'a aucun moyen de faire des activités politiques. Badou Escobar, sur cette sortie de Hussein Amiongino. À la sortie de Hussein Amiongino, je dirais que c'est une sortie courageuse, même si c'est une sortie hasardeuse. C'est courageux quand même. En quoi c'est hasardeux? Mais quand il parle, par exemple, des détenus politiques, des politiciens qui ont été arrêtés Ducko, après rappelez-moi Moustapha Ducko, là il est sincère, il est franc quand même, qu'il n'y a aucune raison qu'on aille cueillir des hommes politiques dans un domicile privé. Et ça remet en cause carrément la démocratie, il l'a dit. Et au-delà de cela, il a parlé de l'insécurité. Quand vous dites que c'est hasardeuse, vous faites allusion à pourquoi vous dites ça? Mais quand il tient certains propos, si tu ne fais pas attention, tu vas de l'autre côté. Et ça, tout le monde le sait. Donc, au-delà de cela, il parle de l'insécurité dans les Seno Gondo, dans les Seno Mangou, et il a parlé du cas de Sikasso où les terroristes sont campés à 15 km de la ville. Moi, dans mes analyses, je trouve qu'il a fait un diagnostic sans complaisance de la situation générale du pays. Okay. Parce que quand il parle du nombre de morts par rapport aux 4 ans de la transition, par rapport aux 7 ans d'IBK, ça fait permettre, en toute objectivité, moi je trouve que il fallait qu'il fasse cette sortie. C'était une façon de montrer aussi que la classe politique est vivante, parce que beaucoup disent que les hommes politiques se sont tués parce que certains traînent des barriques, d'autres traînent des casseroles, donc ils ne peuvent pas s'exprimer. Mais pour le sol, pour s'exprimer en toute liberté, sans crainte. Donc c'est la preuve que les hommes politiques sont vivants. Et il y a des hommes politiques courageux qui sont capables de s'assumer et qui sont capables de dénoncer certaines choses, même si nous n'osons pas tout dire autour de cette table. Ok, oui, on va continuer avec le 4e thème de l'émission, une commission de rédaction de l'avant-projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation a été mise en place. Et puis, Chakoudi, vous avez suivi, quel va être le rôle de cette nouvelle commission de rédaction de l'avant-projet pour la Charte, la paix, la réconciliation? Bon, je cherche les mots. Vous savez, pratiquement, ça ne changera pas grand-chose parce que aujourd'hui, quand on voit la nouvelle démarche des autorités de transition, qui aujourd'hui, comme j'avais l'habitude de dire, même si cette expression, je me méfie aujourd'hui, vu l'évolution de la situation, je fais un lien avec le voyage du président au Niger pour aller annoncer qu'ils vont créer leur confédération, c'est-à-dire association des pays souverains. Bon, face à ça, ces recommandations serviront à quoi? Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez, leur logique d'abord, c'est de c'est-à-dire rendre l'AES sur le plan politique
une réalité à travers l'effet d'annonce qu'ils ont fait. Maintenant, alors que cette commission parle de la mise en œuvre, si on peut parler, c'est-à-dire que des recommandations du dialogue intermalien. Que dit le dialogue intermalien? Le dialogue intermalien parle d'abord que les Maliens se réconcilient. Aujourd'hui, la classe politique elle est écrasée. Si elle n'est pas en prison, elle est en fuite, excusez-moi l'expression, elle est contrainte à l'exil. Et d'autres leaders d'opinion sont soit en exil ou soit en prison. Nous-mêmes sommes en Sirsi. Et au-delà de ça, ceux qui devraient être en tout cas l'interlocuteur de l'État, c'est-à-dire que les signataires d'accords d'Alger sont poursuivis par la justice. Et bon, face à ça, sur le plan sécuritaire, on ne va pas revenir sur ce qu'Ami a dit. Donc je me dis, ces papiers-là, c'est pour s'ajouter à d'autres papiers. Parce qu'aujourd'hui, vous avez une constitution qui aujourd'hui n'est pas applicable parce qu'on parle d'élection, alors qu'aujourd'hui on parle de l'AES Confédération. Donc moi je me dis, ce papier-là pose un problème de la continuité même de ce pouvoir, parce qu'aujourd'hui, ce pouvoir-là aujourd'hui est à cheval entre ce que lui-même avait parlé, que c'est-à-dire la refondation de l'État, parce qu'à l'époque l'AES n'était pas dans cette vision, mais aujourd'hui ce qu'on peut dire, est-ce qu'on peut concomitamment le besoin pour eux de garder le pouvoir et la volonté aussi peut-être de rendre compte au peuple malien à travers le jeu institutionnel. Je pense que ce papier-là, pour moi, c'est plus problème que solution. Ok, docteur Amadou Touré, sur cette charte pour la paix et la réconciliation. Bon, cette charte, pour moi, pourrait être, entre guillemets, une opportunité pour, une fois de plus, corriger les insuffisances du dialogue intermalien. Donc, en termes où le gouvernement pourrait avoir l'opportunité de parachever la politique de paix et de réconciliation, c'est-à-dire sur le modèle calqué sur celui de l'Algérie. Parce que, comme on l'a dit en 2005, l'Algérie, en 2005-2006, a produit ce qu'on appelle la même charte pour la paix et la réconciliation sur 5 axes. Consolider la paix, consolider, comme on a fait l'accord d'Alger, capitaliser les acquis, faire revenir les belligérants, faire une politique d'incitation au retour au pays, quitte à faire même des grâces. Donc c'est un peu ça. Okay. Le deuxième point aussi de la charte pour la paix et la réconciliation du modèle algérien demande d'accompagner la cohésion nationale. Or, chez nous, qu'est-ce qu'on constate? Il y a beaucoup de divisions. Les politiciens ne sont pas là, tout le monde n'est pas là. Or, les vrais acteurs de la charte devraient être là. Donc, un troisième point aussi, c'est de faire un appui à la prise en charge des victimes, notamment du nord, du centre, bientôt du centre et du sud, notamment ceux qui sont à Sikasso. Et un quatrième point aussi, de renforcer la cohésion sociale. Donc, c'est pour dire que la charte pourrait profiter, si réellement elle veut amener la paix et la réconciliation. Prendre en compte les insuffisances, les observations que chaque Malien ou des observateurs ont fait sur le dialogue intermalien. Et pour finir, la charte peut aussi, à ce moment, le modèle algérien stipule qu'il faut une reconnaissance de tous les acteurs qui ont pu sauvegarder l'unité de l'État. C'est-à-dire qu'il s'agit non seulement des érudits, des religieux, des militaires, des citoyens, tous ceux qui ont contribué à ce que le Mali puisse être un Mali uni. Il ne s'agit pas de dire des événements, non, depuis les premiers problèmes. Mais en réalité, cette charte, la forme actuelle, moi je peux oser dire que ce n'est qu'une forme d'amélioration du dialogue. Si on part en réalité avec l'implication inclusive de tous les acteurs, tel n'est pas le cas à ce jour. Ok, Badou Escobar sur cette charte rapidement. Oui, par rapport à la charte, il parle de la loi de concorde civile qui a été prônée par Abdelaziz Bouteflika, la loi de concorde civile pour mettre fin au terrorisme en Algérie. Et par rapport à la charte, moi je trouve que c'est bien beau de rédiger une charte sur la transition, mais à tête à l'habitude de le dire. Il ne parle pas de la loi sur la concorde, non? Non, il parle de la charte pour la paix et la réconciliation. Voilà, la charte qui accompagnait. Voilà, pour mettre fin au terrorisme. Non, il y a la loi de la concorde civile. Oui, c'est un documentaire. Non, c'est pas la loi sur la concorde civile. Il parle de la charte. Parce qu'il y a eu une charte en 2017. Oui, ça c'est pour le cas malien, mais spécifiquement ça c'était dans les tiroirs. Ok, allez-y, allez-y. J'ai dit par rapport à la charte, moi je trouve que c'est une très bonne chose, mais l'homme sage, c'est celui qui connaît ses limites d'ISATT. Je crois que la charte doit être une occasion unique pour réconcilier l'ensemble des Maliens. Qu'on fasse en sorte que tous les fils du Mali se retrouvent, même les frères égarés, les sœurs égarées, que tout le monde vienne et qu'on participe ensemble à l'édification de cette nation. Je trouve qu'il faut une réconciliation globale. Et
quand il y a eu le coup d'État en août 2020, les militaires sont venus avec cet esprit-là. Lors de leur conférence de presse, ils ont clairement dit que c'est pour réconcilier les Maliens. Et aujourd'hui, on remarque que les Maliens sont plus que jamais divisés. Certains sont à l'étranger, d'autres sont là, ils sont obligés de se taire. Quand Kaoudim parle, il dit qu'on peut le mettre sous mandat de dépôt, il a des craintes, il a des inquiétudes. Donc, je pense que la charte devait nous permettre de sortir de ça. Qu'on sorte de ça, qu'on réconcilie. Il y a eu déjà le dialogue intermalien. Qu'on fasse appel à tout le monde et qu'on aille vers des élections crédibles, transparentes et acceptées par tous. Je crois que c'est la condition sine qua non si nous voulons ramener la quiétude dans ce pays. Je voudrais juste rebondir. Vous avez écouté, j'ai écouté avec intérêt l'éminent docteur, sauf que je ne suis pas d'accord avec... bon, peut-être qu'il se dira qu'il n'est pas politique. Le cas algérien, il faut comprendre son historique. Le cas algérien, ce n'était pas un problème comme un indépendantiste. C'était le fils ils sont allés aux élections, les islamistes ont gagné, à la dernière minute, les militaires ont cassé le processus. Ont arrêté le processus et donc ça a amené une sorte de guerre civile parce que ce n'était pas le terrorisme, contrairement à ce que les gens parlent. Le problème algérien, c'était d'abord pour le pouvoir. Maintenant, quand il y a eu les islamistes, c'était légal, c'était un parti légal, constitué. C'est les militaires qui ont arrêté le processus quand ils ont dit que Abbassi Madani et ses amis, le fils, avaient gagné les élections. Je crois que c'est à partir de la crise politique que le problème algérien est parti. Donc, ce n'était pas un problème ou indépendantiste. Je pense qu'on ne peut pas transposer au problème malien. Parce que le problème malien, quand même, nous connaissons, on ne peut pas en développer. Ok, d'accord. Oui, on va maintenant, il nous reste quelques minutes. On va donner la parole aux téléspectateurs pour des contributions avant de vous donner la parole pour vos derniers mots. Donc, le numéro de téléphone s'affiche. Si vous devez rentrer en direct dans cette émission, poser une question à nos invités ou faire une petite contribution, le numéro est là, affiché à l'antenne sur votre écran. Là. Et puis, éloignez-vous de votre poste télé là, pour qu'on puisse avoir une meilleure écoute téléphonique ici dans ce studio. Oui, avant qu'un téléspectateur se manifeste, Issa Kodjima, oui, allez-y. Donc, je disais, je vais essayer. Oui, un téléspectateur qui nous écoute. Oui, bonsoir. Oui, il me dit qu'il est parti. Oui, allez-y. Alors, je disais, vous savez, dans ce papier qu'on a dit, ceux qui sont chargés de rédiger ce papier ne sont pas les protagonistes. Les partis politiques ne font pas partie. Ceux qui sont dans l'accord, qui sont pourchassés, ne font pas partie. Ceux qui sont considérés comme des leaders qui ne sont pas d'accord avec le pouvoir ne font pas partie. Les hommes politiques que je qualifie d'exilés forcés ne font pas partie. Donc, bonsoir. Alors, bonsoir. Oui. Donc, voilà. Oui, bonsoir. Alors, bonsoir. Bonsoir. Oui, comment allez-vous, ça va? Oui, Dieu merci. Oui, vous êtes en direct dans cette émission. Bien, oui. Vous nous appelez depuis... Sikasso. Sikasso, oui, ok. Vous êtes en direct dans cette émission. Oui, allez-y. Merci, monsieur Appel. Courage à vous. Merci. Et également à vos panélistes. Là. Oui, je vous écoute. Bon, voilà, moi, je dis que face à l'émotion, la raison doit prévaloir. Parlez, s'il vous plaît, un peu plus fort. Je dis que face à l'émotion, oui, la raison doit prévaloir. Oui. Et que l'émotion ne doit pas l'emporter sur la raison. Ok. Et moi, ma plus contribution, c'est quoi? Oui. C'est qu'il faut éviter d'isoler le Mali. Tous les Maliens, nous sommes tous égaux. Ok. Moi, j'ai enseigné histoire géo, je suis de l'IN de 72. 1900 De Badarabou, l'école normale secondaire de Badarabou. Je suis sorti en 1972. Promotion 1972 à Badala. Oh, oui, la folie. Ok. La folie du savoir. Ok, professeur d'histoire géo. Vous savez, comme Jim l'a dit, oui. Le Mali, le Gustavo Gourmand, avant le Gustavo Gourmand, il y avait également ce qu'on appelle la CEAO, qui est la mère de la CEDEAO. Et la CEAO avait créé en son sein une institution qu'on appelait l'ANAD. Ok. Accord de non-agression et d'assistance en matière de défense entre les trois pays du Niger, du Mali et du Burkina. Ok. Et ça n'a pas évité la guerre entre le Mali et le Burkina. À 2 reprises. Ok.
J'en sais quelque chose parce que moi-même, ma maison a été bombardée par les Burkinabés à Picasso. Ok. Donc c'est pour dire que ces hommes-là, les militaires qui nous dirigent actuellement, oui, doivent éviter d'isoler leur pays. Ok. Parce que aucun pays, même les Américains et les Chinois qui passent tout le temps à se battre, oui, sont toujours ensemble. D'accord. Donc eux qui sont plus puissants que nous. D'accord. Et de ce quoi nous sommes continentaux. Oui. Raison pour laquelle je dis que il faut que la raison essaye de prévaloir sur l'émotion. D'accord. Le Malien, nous sommes trop émotifs. Nous sommes émotifs. Oui, nous sommes trop émotifs. Une fois qu'il y a un problème au Mali seulement, le Malien tout de suite réagit sans réfléchir. Ok. Mais c'est très, très grave pour le développement, pour l'avancée d'un pays. Ok. D'accord. Voilà, donc moi je décourage quand même que vraiment que Dieu sauve le pays. Oui. Et que nos responsables, nos dirigeants reviennent à la raison. Ok. Pour qu'il y ait, comme là on parle de réconciliation, pour que tout le monde soit ensemble. Merci, professeur. C'était. Moi, je vais ajouter un dernier mot, s'il vous plaît. Excusez-moi, 2 minutes, 30 secondes. Oui. Même pendant les événements post-électoraux. Oui. Après pour le cas de Ibeka, là. Oui. Moi, ma femme a été agressée à domicile. Ma femme a 63 ans aujourd'hui. Oui. Elle a été agressée, elle a pris des balles, elle a pris des balles au pied, mais le procureur s'en est saisi, mais juste à ce jour, moi je continue à la soigner. Oui. Oui. Donc c'est pour dire tout simplement que s'il y a réconciliation, oui. Moi je ne veux pas. On ne parle même pas de ces gens qui sont morts et qui sont blessés. À quel point il y a eu un mort ici, à Picasso. D'accord. On va. Donc c'est pour dire que. Oui. Voilà. Donc moi, bref, ce que j'avais à dire, oui. c'est que Dieu sauve le pays, quoi. Amen. Que Dieu sauve le pays. Merci de votre participation à cette émission, professeur d'histoire géo, promotion 72, hein, c'est ça? Oui. Voilà, merci. Voilà, il est revenu un peu sur quelques aspects, peut-être que voilà. Hein, oui, effectivement. Voilà. Vous savez, nous sommes tous conscients que nous avons tous le souci que le Mali puisse avancer. Mais sauf que, vous savez, il ne faut pas avoir une lecture unique et imposée, et surtout quand elle n'est pas sortie des urnes. Parce que si c'est sorti des urnes, on dira que bon, c'est le peuple qui a voulu et tout le monde doit rester républicain et légaliste. Mais quand on ne peut plus s'exprimer, il n'y a plus de débat de fond et qu'on fait taire toutes les voix, même si elles sont des voix qui résonnent en termes des hypothèses, alors on pense que, bon, vient de dire le professeur, l'émotion ne doit pas prendre le pas sur la raison. Moi, j'allais ajouter que... L'émotion, vous n'allez pas dire que l'émotion est nègre. Non, je ne dirais pas ça. Oui, bonsoir, notre spectateur au bout du fil. Bonsoir. J'allais citer... Alors, bonsoir. J'allais citer le... Oui, il est parti. Oui, allez-y, vous allez citer... J'allais citer le premier président, comme c'est Senghor. Oui, qui dit que la raison est Hélène. La raison est... oui, Hélène, l'émotion est nègre. Est nègre, donc du coup que je vais pas... Il a été incompris, mais... Il a été incompris, mais tu lui donnes raison. C'est vrai qu'il faut qu'on raisonne en termes de ce qui est bon pour notre pays et de nos pays. Parce que le Mali, qu'on le veut ou pas, une partie du prolongement du Mali est naturelle, c'est la Côte d'Ivoire. Qu'on le veut ou pas, une partie naturelle du prolongement du Mali, c'est la Guinée, c'est le Sénégal. Sans compter les pays qui se trouvent au nord, vers ceux qui sont, je parle sur le contrôle, l'Algérie. On ne peut pas parler de Gao sans quand même, sans l'Algérie, ou Tombouctou sans la Mauritanie, l'Algérie en partie. Donc moi je pense qu'on a plus d'1 million... Et notre téléspectateur au bout du fil, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô? Oui. Allô? Oui, allô? Oui, allô, bonsoir. Moi, j'ai une question à poser concernant quand il continue. Oui, éloignez-vous de votre poste pour qu'on puisse mieux vous entendre. Éloignez-vous de la télé, s'il vous plaît. Allez-y. Allô? Oui, allez, on vous écoute maintenant. Allez-y. Ok, maintenant. Oui, on vous entend maintenant. Allez-y. Allô? Oui, on vous écoute, on vous entend mieux. Oui, allô, bonsoir. Allô, oui. Oui, bonsoir, ça va? Oui, bonsoir. Oui, ok, vous êtes en direct, hein? Oui, je suis bien de la télé. Oui. Bon, moi, j'aimerais intervenir dans votre débat. Allez-y, vous êtes en direct. Oui, en fait, je fustige l'attitude de la CEDEAO. Hein. Ok. Parce que
l'environnement actuel n'est pas propice à ce que nos dirigeants font. Okay. Ils continuent dans l'erreur qui a toujours été la leur de vouloir mettre les peuples au pas. Oui. L'objectif de la CEDEAO, normalement, c'est de pouvoir permettre la libre circulation des hommes et des biens dans toute l'étendue. Oui. Un espace économique propice à la création et au développement économique. Okay. Mais ils font tout le contraire de ce qui est comme objectif. Quel que soit le comportement de ceux en face, il faut aller vers la réconciliation, il faut aller vers la paix. Okay. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui est bipolarisé. On est en train de revenir dans la guerre Est-Ouest. Okay. Voilà. Et ce n'est pas le moment de diviser l'Afrique. D'accord. On doit être une force économique, une force de proposition, plutôt que de revenir en arrière. D'accord. Vous nous appelez depuis quelle ville? Je suis au Mali. Ok. Merci pour votre contribution. Merci. Bonne soirée. Je suis M. Nyang. Ok, M. Nyang, bonne soirée. On a bien compris votre propos. Je vous suis beaucoup. Merci. Bon courage à vous. Merci à vous. Et puis, voilà, bonne soirée. On a compris. Mais écoutez, je le respecte en tant qu'auditeur, mais écoutez, qui a fermé la porte? C'est les dirigeants de l'AES qui ont notifié le 27 dernier qu'ils sortent de la CEDEAO avec effet immédiat. Mais à un moment donné, les gens, quand même, doivent assumer ce qu'ils prennent comme décision. Si l'AES pense aujourd'hui que leur choix, c'est le bon choix, mais le temps nous édifiera. On ne peut pas continuellement à tirer sur la CEDEAO. La CEDEAO a commis des erreurs, ça a été dit. Bonsoir, bonsoir. Quand même, à un moment donné. Et notre téléspectateur au bout du fil, bonsoir. Oui, allô? Allô, bonsoir. Allô? Oui, ça, donc vous n'êtes pas d'accord avec... Non, parce que la CEDEAO n'a pas fermé le dialogue. Au contraire, il dit que la CEDEAO doit être une force de proposition. Mais elle n'est pas une force de proposition, elle est une réalité économique. Elle a eu des problèmes par rapport quand elle voulait son protocole additif pour dire que dans l'espace CEDEAO, plus de coups d'État. Et sur ce volet, il n'a pas été ferme sur les coups d'État constitutionnels, nous l'avons dit, mais très ferme sur les coups d'État militaires. Mais cela n'est pas une raison aujourd'hui de dire que 50 ans de travail d'intégration économique, sociale doit être remis en cause parce que certains ont pris le pouvoir par la force et qui prennent des décisions eux aussi sans leur peuple. Parce que ce qu'on voit aujourd'hui, si nous parlons davantage, nous allons en prison. Sinon, ce qu'ils font, si ce n'est pas la force... On va prendre un dernier téléspectateur, un dernier appel. Oui, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô, ça va, Fabien? Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes en direct. Est-ce que vous pouvez vous éloigner un peu de votre télé, s'il vous plaît? Ça va, je l'ai éteint. Ok, maintenant on vous écoute, on vous entend mieux. Alors, d'abord, je remercie tous les intervenants de ce plateau. Oui. Et vous aussi. Merci. Bon, comme nous le savons tous aujourd'hui, toutes les fautes, on les met sur le dos des politiciens. Moi, j'aimerais bien qu'on nous en parle des bilans de Moussa Traoré. Pendant 23 ans de règne, qu'est-ce qu'il a fait au Mali? Voilà. C'est ça ma question. Vous dites qu'on parle beaucoup des politiques et qu'on ne parle pas suffisamment des bilans des militaires. Oui, mais jusque-là, à chaque fois qu'on parle, on nous dit non, ce sont les politiciens qui ont mis le Mali dans la merde. Oui. Moi, j'aimerais bien savoir c'est quoi ce que Moussa Traoré a apporté au Mali. Ok. Donc, vous voulez... Voilà, ok. Donc, pour vous, question sur la gestion du pouvoir des militaires à travers Moussa Traoré, c'est ça? Voilà, c'est ça. Merci pour votre question. Bon, on va répondre. Hein? Michel doit être remis à quoi? Et qui prennent des décisions aussi.
Ok, merci Issa Kaoudjim, téléspectateur. Voilà, on avait du mal à le cerner. Je ne sais pas s'il avait pris des mesures pour que sa voix ne puisse pas être reconnue. Je ne sais pas trop, mais on avait du mal véritablement à l'entendre. Mais bon, c'est juste peut-être, c'est pas un procès d'intention. Mais on a compris l'essentiel de sa question. La part des militaires. Voilà. Écoutez, vous savez, c'est quoi la politique? C'est la gestion. Quand un militaire est aux affaires, il est politique. Le problème qui se pose aux militaires, c'est-à-dire que ce que la Constitution leur donne comme étant un pouvoir militaire, c'est-à-dire que l'institution militaire ne les suffit plus. Chaque fois, quand il y a une opportunité, ils viennent, ils confisquent le pouvoir. Et comme disait Ali Moundialo, comme lui, on ne peut plus le prendre vu son âge, ils sont toujours contraints et forcés pour lâcher le pouvoir. Ok, on va justement... Il a parlé de 6 mois, il est resté 23 ans. Nous, on est dans... Voilà, on ne peut pas dire davantage. On est dans quoi? Moi, je ne sais pas. Si c'était 5 ans, je ne sais pas. On est dans quoi? Notre camion est président du Faso. Président du Faso, lui avec 5 ans de plus. On est dans quoi ici? Il est le commandant-chef des armées. On est dans quoi ici? Moi, je ne saurais vous le dire. Ok, on va justement ouvrir la dernière partie de la rubrique de cette émission, la dernière ligne droite de cette émission, la rubrique coup de cœur, coup de gueule, la partie où nos invités font l'actu, le générique. Rubrique coup de cœur, coup de gueule, la partie où nos invités font l'actu selon leur intime conviction. Docteur Amadou Touré. Et toujours par rapport au coup de gueule, c'est toujours la ville de Tombouctou. Okay. Comme je l'ai dit, en cette période hivernale, la ville est vraiment enclavée. En plus de l'enclavement... Vous allez inviter Kaoudim dans la cité des 30 ans. Oui, bien sûr. Pas voyager, dès que les conditions seront idoines, je vais l'amener, pas par route, mais par Sky. Parce que comme c'est une personnalité, voilà, lui le contexte. Non seulement l'enclavement de la ville, nous avons aussi la mauvaise couverture téléphonique, et l'autre, la mauvaise couverture téléphonique, Malitel et Orange. La connexion est mauvaise. L'insuffisance dans la distribution, la desserte de l'eau par rapport à la Somagep. Les difficultés liées aux coupures d'électricité qui mettent généralement la plupart des activités génératrices de la ville aux arrêts. Okay. Les alimentations, les soudures, les restaurants comme de jour comme de nuit ne fonctionnent pas. En plus de cela, nous avons aussi le coup de cœur qu'on peut donner aux autorités régionales, notamment les forces de défense et de sécurité, qui font de leur mieux pour la liberté, la circulation des personnes, notamment les commandants de zone et le gouverneur. Et par rapport au coup de gueule, j'allais oublier l'hôpital. Les problèmes continuent. L'hôpital n'a pas toujours d'électricité. L'hôpital de Tombouctou. L'hôpital souffre des difficultés liées au problème d'électricité. D'accord. Badou Escobar. Oui, je commence par le coup de gueule d'abord. D'accord. Rapidement. Et pour dire à David Badji que l'armée malienne n'est pas une armée de massacreurs. Parce que ce monsieur, à chaque fois quand il parle... Mais c'est un confrère, non, s'il vous plaît. On ne va pas accepter sur ce plateau. Je reviens à de meilleurs sentiments. Oui. Il s'agit de ma patrie. Non, je dis qu'on ne va pas accepter sur ce plateau que vous... Non, c'est confraternel, c'est pas... Voilà. Donc, allez-y, posez... Par rapport à Baybara, nous avons eu des échos comme quoi l'armée malienne s'est mise à massacrer des paisibles civils, etc. Nous nous portons en faux contre ça. Nous avons eu toutes les informations. Tous ceux qui ont été neutralisés sont des terroristes proches d'Iyad Aghali. Donc ça, c'est entre parenthèses. C'était une précision de taille. Quand vous dites vous avez fait des enquêtes, Je parle de l'ensemble du peuple malien. Je parle au nom du peuple malien. Non, ça c'est... Le peuple malien n'est pas convaincu son armée. Non, vous n'êtes pas le porte-parole du peuple malien. Ici sur ce plateau. Allez-y pour... Autant pour moi alors. Donc, et par rapport à la CEDEAO, je souhaite que la CEDEAO aussi, peut-être qu'Audin va peut-être me boxer à la figure, mais que la CEDEAO aussi s'assume, que la CEDEAO aussi soit plus équitable. Celui qui fait un coup d'État constitutionnel, qu'il soit banni de la CEDEAO, qu'il soit aussi sanctionné par la CEDEAO. Parce que nous avons des constitutions. C'est le tripotage des constitutions qui ont fait que les constitutions sont devenues des chiffons de papier. Je le répète encore, c'est le tripotage des constitutions qui ont fait que les constitutions sont devenues des chiffons de papier. Pour terminer avec le coup de gueule, c'est par rapport à IB. Ibrahim Traoré dit IB. Le président du Faso. Le président du Faso. Maurice Yamoyogo, Francis Fukafando et Roch Marc, ce sont les 3 civils qui ont eu à diriger le Burkina. Après, tous ceux qui ont dirigé le Burkina, ce sont des militaires, y compris lui.
Donc quand il parle de valets, des trucs, je pense qu'il doit faire attention à ses propos parce que ses prédécesseurs presque ont été des militaires. Donc par rapport au coup de cœur, j'en appelle encore au sens patriotique du peuple malien. Je pense qu'allons vers l'unité. Quand ATT est venu en 1991, il a dit la réconciliation, il a prôné la réconciliation. Je pense que le seul chemin qui va aujourd'hui pour l'ensemble du peuple malien, c'est la réconciliation. Il faut intégrer tout le monde, y compris les voix discordantes. D'accord. Voilà. Issa Kaoudim, voilà, vous avez la parole pour votre coup de cœur et votre coup de gueule. Je commencerai par coup de gueule. Oui. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui arrive à l'Afrique en général et particulièrement à l'Afrique de l'Ouest, je pense que c'est très triste. Il n'y a pas de vainqueur dans une séparation des peuples qui vivent dans le même espace géographique, culturel, mais aussi d'intégration. Je pense que aujourd'hui, ce qui est important, il faut toujours explorer la voie du dialogue pour qu'on n'aille pas à une rupture définitive, parce qu'à une rupture, personne ne gagne. C'est le même peuple, c'est le même environnement. Je pense que quand on est à la recherche des solutions, il faut avoir une approche plus diplomatique. C'est là où je suis, et je vais paraphraser ce qu'a dit l'ancien ambassadeur et l'ancien ministre. Il a été ambassadeur du Sénégal ici, et puis ancien ministre, le nom m'échappe, qui était à leur conférence de... Quel ambassadeur? Du Sénégal, qui résidait ici quand tu étais avant de partir. L'ambassadeur sénégalais qui était au Mali, qui a été aussi ministre des Affaires étrangères. Le nom m'échappe, c'est Cheikh Tidiane Gadio. Voilà. Et qu'il a dit que l'AES peut créer son association, mais n'est pas une raison de se séparer de la CEDEAO. Que si c'est pour intégration commune sur la base de l'Iptako Gourma et ensuite mutualiser leurs efforts contre le terrorisme que nous condamnons, c'est salutaire, mais n'est pas une raison de fermer la négociation et de dire que nous partons de la CEDEAO avec effet immédiat. Cela n'est pas, pour moi, de mon point de vue, ne règle pas le problème de l'Afrique. Et aujourd'hui, dire que CEDEAO a tort ou AES a raison, je pense de ne pas donner une chance à la solution. Donc pour moi, mon coup de gueule, c'est vraiment, cette rupture-là n'est pas bon pour les Africains. Elle n'est pas encore effective, cette rupture. Bon, il y a des prémices, mais on ne peut pas dire qu'il y a rupture. Vous savez, quand aujourd'hui l'AES ne peut pas sortir publiquement, parler de son retrait avec effet immédiat, notifier et aller parler de la création de confédération, essayer de revenir sans qu'il y ait vraiment une forte démarche. Personne ne va plus les prendre au sérieux. Je pense qu'ils ont agi en militaire et non en politique. J'ai peur de dire le reste. Mais je pense que, bon, voilà. Bon, maintenant, le coup de cœur, c'est aujourd'hui ce qui unit les Maliens autour de quelque chose qui est extrêmement important. Vous savez qu'aujourd'hui, on est dans une situation où les Maliens, d'une façon générale, malgré les difficultés, malgré les coupures d'électricité, malgré un hivernage avec insalubrité, malgré les difficultés économiques, malgré les situations précaires des emplois qui existaient, certains ont perdu, mais les Maliens restent dignes. Je pense qu'il faut saluer le peuple malien et surtout saluer l'apport de diaspora à ces moments difficiles, à des Maliens qui vivent actuellement aujourd'hui. Je sais de quoi je parle parce que je suis quand même de Nioro. Il faut saluer aussi ces Maliens établis à l'extérieur qui partout, que ce soit au nord, au centre, même au sud, même à Bamako, ils font beaucoup pour que nous puissions rester vraiment un peuple debout. Et pour finir, je ne vais pas cesser de le dire, je pense qu'aujourd'hui, votre leadership à travers cette émission, Djoliba, permet aujourd'hui à des milliers de Maliens, au-delà du Mali, en témoigne ceux qui nous ont appelés du Burkina et de la France, qu'aujourd'hui, si je peux me permettre, je crois que Djoliba TV fait la fierté au-delà du Mali, de l'Afrique. Bravo à Djoliba TV, sinon on ne serait pas là pour donner notre part de vérité, et sachant bien que nous n'existons pas
juridiquement comme activité suspendue. Merci Issa Kaoudim. Quand le cas entre par la fenêtre, la raison sort par la porte. Issa Kaoudim qui est un buveur de lait, même s'il prend il prend ce lait seul. Et voilà. Il y a longtemps j'ai demandé à avoir ce lait de qualité, mais jusque-là, il me le refuse, je ne sais pas pourquoi. C'est du bon lait. Merci Issa Kaoudim. Issa Kaoudim. Merci docteur Amadou Touré, merci. Vous êtes enseignant au niveau de l'enseignement supérieur. Merci d'être là. Badou Escobar, directeur d'application du journal Le Triomphe de Mali. Voilà, vous, c'est le. Merci à Djoliba TV. C'est le Vigila, non, c'est ça, non? C'est le Vigila, il est tout cassou. Et le Sina Sal. Ok, merci, mesdames, messieurs. C'est la fin de cette émission que j'ai eu l'immense plaisir de présenter. Merci. Vous pouvez retrouver cette émission demain. En direct, la rediffusion demain à 22h et le mardi à 10h. Et cette émission est sur l'ensemble de nos plateformes digitales, Facebook, YouTube. Au revoir et à dimanche prochain, et toujours avec le même plaisir. Au revoir.